Dans cette vidéo, on va résoudre une dernière situation de la section 1.11 de Séguin sur le théorème de Gauss. La situation 6 qui s'intitule « Le champ électrique généré par une sphère isolante uniformément chargée et dont on peut prendre connaissance à la page 105 de Séguin ». On devrait également prendre connaissance du premier chapitre, le premier paragraphe qui suit la situation comme telle. Parce que c'est ce qui vient nous expliquer qu'on prend une sphère isolante, puisque ça serait impossible à faire avec une sphère conductrice. Imaginez une grosse bille de cuivre, exemple, parce que le cuivre c'est notre conducteur par excellence. Ben, tu ne peux pas mettre des charges, si c'est une bille pleine en cuivre, là, tu ne peux pas déposer des charges, puis que ces charges-là se retrouvent à l'intérieur. Ils vont rester sur la surface, ils vont essayer de s'éloigner le plus possible l'une de l'autre sur un matériau qui est conducteur, ils vont se retrouver à la surface. Donc, si tu veux réussir à fabriquer dans l'espace 3 dimensions une sphère qui contient des charges partout dans son volume, tu ne peux pas faire ça avec un conducteur. C'est un procédé de fabrication compliqué. Mais si on y arrive, ben maintenant on peut se demander qu'est-ce qui arrive au champ électrique généré par cet objet-là. Le problème ressemble donc à les derniers problèmes qu'on a fait. C'est pas un problème avec des chiffres. On me dit j'ai le rayon de ma sphère que j'ai fabriquée. On va prendre ça, nous, comme une donnée connue. J'ai la charge de cette sphère-là. On va se placer à un endroit dans l'espace, à une distance de cette sphère-là, puis on va se demander quelle est la valeur du champ électrique qu'on va exprimer en fonction des paramètres qu'on pense qui sont connus, donc le rayon de la sphère, la charge de la sphère, la distance à laquelle je me mets et notre constante électrique K. Et on va le faire dans un premier cas si je suis à l'extérieur de la charge électrique de la sphère. Mon dessin, ça va donc être encore une fois, si on fait une vue en coupe, c'est un objet qui est circulaire, mais là, j'ai pas mis des petits plus juste sur la surface. Je vous rappelle que c'est une sphère en 3 dimensions que je coupe en plein milieu. Si je la regarde, je vais voir des charges comme ça partout sur la surface que je vois, mais des charges comme ça, il y en a partout dans l'espace 3 dimensions de la sphère. Et j'ai identifié que ça, c'était la charge de ma sphère. Dans un premier temps, le dessin que je vais continuer de faire s'applique à cette situation-là, parce que je me mets à l'extérieur complètement de la sphère. Donc, on cherche un champ électrique. Le champ électrique créé par une plus s'éloigne. C'est un objet qui a une symétrie sphérique, donc il va s'éloigner sous forme de l'oursin de mer, qu'on appelle. Donc, ça, c'est mon champ E. En bas, j'avais également le rayon de la sphère. Et je cherche la valeur de E quand mon R est plus grand que ce rayon-là, donc quand je suis à l'extérieur. Quand on cherche un champ E, on utilise une surface de gaz que je vais dessiner à l'extérieur de la sphère, qui va avoir la même symétrie que la sphère, donc ça va être justement une surface sphérique. Donc ça, c'est ma surface de gaz qui vient me créer ma distance R, et le champ électrique est le même partout sur cette surface-là. Et surtout, il va falloir réaliser que ce problème-là n'est pas différent de la coquille de tout à l'heure. Donc on peut aller voir la coquille. Ma distribution de charge est différente. Toutes les charges sont sur un anneau circulaire. Mais regardez le champ électrique que j'ai dessiné ici. Puis revenons à la page 44. Puis regardons le champ électrique. J'ai dessiné le même champ électrique. Donc, pour un observateur à l'extérieur de la sphère puis qui ne sait pas qu'est-ce qui crée les lignes de champ que j'ai dessinées, c'est les mêmes lignes de champ que l'objet ait été une coquille ou une sphère pleine. Puis si je développe les équations qu'on a développées lorsqu'on a fait la coquille, je vais avoir exactement les mêmes équations. Si je reviens momentanément à mon problème précédent de coquille, ça, j'écrirai la même chose avec un signe plus, puis E, A sont pas calculés pour l'instant. Quand je ferai le calcul de A, ma surface verte, c'est la même que tout à l'heure, j'aurai la même équation. Quand je calculerai à l'aide du théorème de Gauss quelle est ma charge à l'intérieur, si j'ai 10 coulombs, j'ai encore 10 coulombs qui est à l'intérieur de ma sphère verte. Donc, j'écrirai exactement le même système d'équations, ce qui implique que j'arriverai à la même réponse qu'en la situation 5A. Le problème commence à être différent quand j'essaie de résoudre la partie B, où ce qu'on me demandait quel est le champ électrique maintenant, si l'endroit où je me place dans l'espace est plus petit que le rayon de la sphère. Donc là, ma surface de gaz va être à l'intérieur ici. Le dessin qui s'applique à cette situation-là, j'ai encore ma sphère qui existe, avec sa charge et son rayon par définition. En haut, je m'intéressais au E à l'extérieur, puis j'avais dessiné le E juste à l'extérieur de la sphère.
Dans le problème précédent, on avait émis l'hypothèse que le E était égal à 0, puis on l'avait démontré en continuant le problème. Ici, ma compréhension devrait m'amener à conclure ou à observer ou à poser l'hypothèse que le champ électrique n'est pas égal à 0 à l'intérieur de la sphère. Entre autres parce que je connais le théorème de Gauss, puis que je sais que la charge à l'intérieur de ma surface que je vais utiliser ne sera pas égale à 0 parce qu'il y a des charges partout dans 3 dimensions. Mais justement, parce qu'il y a des charges partout, au centre de la sphère, il y a une charge. Donc cette charge-là crée un champ électrique. Puis la charge qui est à côté d'elle crée aussi un champ électrique, puis ils vont tous s'additionner, ces champs électriques-là. Mais cette charge-là crée un champ électrique alentour de elle. Puis c'est tous des champs électriques créés qui vont être vers l'extérieur. Bien, il n'y a jamais de contribution intérieure qui viendrait annuler celle qui est créée par la première charge. Donc, mon hypothèse, ça serait de me dire qu'il va y avoir un champ électrique partout dans l'espace. Ce que je montre ici, donc quand j'ai dessiné mes lignes de champ électrique, je ne les ai pas juste commencées sur la surface, mais ma compréhension, qui est meilleure habituellement qu'un étudiant pour l'instant, m'amène à dire qu'il y a du champ électrique partout à partir du centre. Et finalement, sur mon dessin, je dois rajouter à quel endroit que je vais calculer le champ électrique. Donc, c'est ma surface A ici que j'ai ajoutée. C'est sur celle-ci que je vais calculer quelle est la valeur du champ électrique. Évidemment, avec des lignes de champ électrique dessinées comme ça, ben, je traverse de façon perpendiculaire toujours ma surface de gaz. Et quand je la traverse, ben, mon intensité est la même parce que j'ai toujours des distances symétriques d'une ligne de champ électrique à l'autre. Je vais faire la résolution de gaz sur la prochaine page. Donc, la méthode commence toujours de la même façon, en écrivant la relation entre le champ électrique et le flux électrique sur une surface. On le fait pour des charges positives. Donc, je remplace le plus ou moins par un plus. Le E perpendiculaire, c'est le E que je cherche. Le A, ben, c'est le A sur ma surface de gaz, donc sur la surface en vert sur le dessin précédent. J'ai une équation 3 inconnues. Je commence toujours par régler le A. Donc, c'est A est égal à 4 pierres carrées. L'aire de la sphère, je vous rappelle que c'est l'aire de la sphère verte que je change, donc que je cherche. À la page précédente, je cherche l'aire de cette surface verte-là. Donc, c'est 4 pierres carrées, puis c'est le petit R-là que j'utilise. Donc, c'est ce qui est marqué ici, 4 pierres carrées. C'est une deuxième équation, mais je ne comptabilise pas de nouvelle inconnue parce que ce R-là est listé dans les données que je considère connues. Après ça, on règle une autre équation pour le flux électrique. Donc là, c'est le théorème de Gauss. Il va falloir que je trouve la surface à l'intérieur, la charge à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc si on revient sur le dessin, je vous rappelle qu'on va chercher la charge qui est à l'intérieur de cette surface verte-là. Donc, ce ne sera pas la charge de la sphère, parce qu'il y a des parties de sphère qui est à l'extérieur de la surface. Donc ici, je ne peux pas faire mon remplacement. Vous pouvez comparer à cette étape-là avec le problème précédent. Habituellement, ici, on mettait parfois la charge de l'objet. Maintenant, je n'ai pas pu remplacer par la charge de l'objet parce que ce n'est pas la charge de l'objet à cet endroit-là. C'est une partie de l'objet qui est à l'intérieur de la surface verte. Partie de l'objet que je vais devoir calculer. Epsilon 0, on va le faire disparaître parce qu'on nous demande la réponse en fonction de K. Donc, on utilise la relation. Ça, c'est pareil. Et maintenant, il me reste le Q à l'intérieur qui n'est pas encore déterminé, qui ne fait pas partie des variables que je peux utiliser. C'est QS que je peux utiliser, mais ce n'est pas le Q à l'intérieur de la surface verte. Donc là, il y a un petit truc de physique qu'on doit utiliser pour calculer la charge à l'intérieur de cette surface verte-là. On va prendre pour acquis, puis je pense que c'était mentionné dans le problème, que la charge est distribuée de façon uniforme sur toute la grande sphère. Donc, si on connaît la distribution de charge, la densité de charge sur la grande sphère, ben, je pourrais m'en servir pour calculer quelle est la charge qu'il y a à l'intérieur de la partie verte. Un peu comme la masse volumique d'un objet, on peut l'utiliser sur l'objet au complet puis sur une partie de l'objet. Mais là, la densité de charge sur l'objet au complet, je peux l'utiliser pour trouver quelle est la charge sur une partie de l'objet. Donc, ça a un lien, ou en tout cas un similaire avec ce qu'on faisait pour une masse volumique. Mais là, je vais le faire pour une densité volumique de charge. Donc, par définition, la densité en coulomb par mètre cube, c'est justement ma charge divisée par les mètres cubes. Je vais appliquer cette équation-là au ce que je cherche. Donc, la densité de charge volumique va être égale à la charge à l'intérieur de la surface verte divisé par le volume intérieur, le volume de cette surface verte-là.
J'aurais donc pu, un peu avec, j'utilisais des fois une couleur différente, je n'avais pas mentionné, là, mais comme, je pense que je l'ai déjà mentionné, quand je mettais du vert, c'est pas en lien avec est-ce que ça fait partie du problème ou pas, c'était plus pour le lier à la surface de gaz. Donc la surface, la charge, c'est à l'intérieur de la surface verte, le volume, c'est le volume de la surface verte. Le ρ, je ne le mets pas en vert parce que le ρ s'applique à tout l'objet. J'ai écrit une 5e équation, mais je dois comptabiliser 2 nouvelles inconnues, donc je suis rendu à 7 inconnues. Mais là, on a dit que ça s'appliquait à l'objet ou à une partie de l'objet. C'est une caractéristique qui est uniforme dans l'espace. Donc, je peux appliquer le ρ aussi à tout l'objet. Donc, au lieu de prendre juste la surface verte, maintenant, je prends toute la sphère. Donc, la masse volumique, je peux prendre toute la sphère divisée par le volume de toute la sphère. Donc, je viens d'écrire une 6e équation et j'ai augmenté encore mon nombre d'inconnus. Ça, c'est une donnée qui est listée dans les données de base, mais maintenant, j'ai le volume de la sphère, donc j'ai une 8e inconnue. Mes 2 inconnus que je me trouve avoir ajouté des volumes, ben ça, on a de la géométrie qui peut me permettre de calculer des volumes. Donc, le volume d'une sphère, c'est 4 tiers pi r cube, que je peux appliquer pour la surface verte. Donc, le volume à l'intérieur, c'est 4 tiers pi r, le petit r, le r du rayon. Donc, ça, je devrais le mettre en vert aussi, là, pour montrer que je calcule des choses associées à la surface verte. Et le volume de la sphère, ben, je peux aussi prendre la même formule, mais là, je calcule le volume de la sphère. Et il va falloir que je prenne le rayon de la sphère. D'un point de vue physique, mon problème est terminé. Donc, je vous rappelle qu'au départ, les 4 premières équations, c'était la même stratégie que tout à l'heure. Il y a ici qu'il faut réaliser qu'on cherche la charge à l'intérieur de la surface verte. Donc, que je ne peux pas utiliser QS à cet endroit-là, parce que QS, c'est la charge de toute la sphère. Ce n'est pas la charge à l'intérieur de la surface verte. Et là, ben, je dois penser à utiliser ρ pour me bâtir 2 équations, une qui est propre à l'intérieur de la surface verte, une qui est propre à toute la sphère, puis là, qui me met en lien avec QS, justement. Ça fait apparaître 2 volumes que j'ai de la géométrie pour les calculer. Ayant 8 équations et 8 inconnues, il me reste des manipulations mathématiques ou des manipulations à l'aide d'une calculatrice scientifique programmable. Ce que je vous montre ici, là, que j'ai réussi à programmer les 8 équations avec 8 inconnues. Au départ, je n'avais mis 6, puis je n'ai rajouté 2 manuellement. Là. Je n'ai jamais montré, mais on peut toujours rajouter des équations par après à l'extérieur de notre boîte ici. Et elle me fournit la réponse qui est ici, qu'on va revoir retranscrit ici. Donc, mon champ électrique dépend de la constante électrique, de la charge qu'il y a sur la sphère, du rayon de cette sphère-là au cube, évidemment de l'endroit que je me mets à l'intérieur de la sphère. Et là, on l'avait fait pour une charge positive. Pour une charge négative, ben, ça aurait tout simplement inversé les lignes de champ électrique qui auraient été vers le centre. Toutes les équations avant celle-ci auraient été pareilles. Toutes les équations après, c'est l'équation... ben, c'est la première équation. Il n'y a pas d'équation vraiment avant. C'est juste mon départ qui démarre avec un moins. Donc, je ne devrais pas mettre les 3 petits points avant. Là, ça, c'est ma première équation. Elle démarre avec un moins. Donc, il y a eu une inversion quelque part. Ça me demande de mettre un signe moins dans mon équation. Si je le mets sur la charge, ben, étant donné que ça, c'est une charge positive, ça, c'est une charge négative avec un signe moins, ça vient faire perdre le signe moins. Donc, ma réponse en valeur absolue donne toujours la même chose. Donc, je vous invite à le réétudier une fois ou deux là, pour voir la petite stratégie là, interne qui est ajoutée au problème d'utiliser la distribution volumique de charge.